Bien, bonjour à tous. Merci Marc pour ton invitation aujourd'hui. Alors, je vais vous parler plus précisément de l'histoire de la lobotomie frontale, hein, pas de l'histoire de la psychochirurgie en général, mais plutôt je vais me focaliser sur une technique chirurgicale qui a maintenant complètement disparu. Et donc je vais vous parler de la fameuse lobotomie frontale. Donc tout le monde en a plus ou moins entendu parler. Et Marc, on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. On va commencer par cette photo. Cette photo, ce portrait de famille, où vous pouvez reconnaître ici le jeune Kennedy, et en bas à droite, sa sœur Rosemary Kennedy. Et cette photo de famille est assez emblématique, puisque quelques années après, Rosemary Kennedy va complètement disparaître des photos de famille. Et la raison était que cette jeune fille, qui était souriante, heureuse, aimait bien faire la fête, faisait du sport et était un petit peu volage, elle ne correspondait pas à l'image que s'en était fait son père. Elle était moins brillante que les autres, elle aurait eu, soi-disant, un léger retard mental, et donc elle a été lobotomisée à la demande de son père dans le plus grand secret en 1941. Et le résultat est une véritable catastrophe, puisqu'elle est sortie lourdement handicapée et elle finira ses jours en institution de nombreuses années après. Un autre cas qu'on connaît moins, c'est le cas d'Eva Perón, la femme du dictateur argentin Juan Perón, qui aurait été lobotomisée en 1952 à l'âge de 33 ans pour des douleurs extrêmement importantes dues à un cancer de l'utérus, et des douleurs qui n'étaient pas soulagées par le traitement médicamenteux. Et elle aurait été donc lobotomisée également en secret. Alors elle mourra quelque temps après des suites de son cancer. Et puis une autre histoire un petit peu moins connue, mais c'est celle de Howard Dulick, qui c'était un jeune Américain de 12 ans qui a été lobotomisé à l'âge de 12 ans dans des circonstances qui étaient au final pas très claires, puisque à 5 ans il a perdu sa mère d'un cancer et ensuite son père s'est remarié, il ne s'entendait absolument pas avec sa belle-mère. Les parents diront que c'était un enfant qui pouvait être agressif et assez taciturne, et en fait il a été lobotomisé également en secret sans que l'enfant le sache, et il sera hospitalisé dans un hôpital américain en Californie, et il se réveillera, et il va décrire ça dans un livre qu'il va écrire de nombreuses années après, et il va dire qu'il va se réveiller avec un œdème palpébral bilatéral, un hématome bilatéral, et il était comme dans le brouillard, comme un zombie en post-opératoire. Et donc vous pouvez voir ici des photos historiques qui ont été prises à l'époque par son chirurgien pour publier du coup sa série chirurgicale. Et donc ce jeune Howard Dulick racontera dans un livre de nombreuses années après l'histoire qu'il a subie, et au final il va bien s'en sortir, puisqu'il va travailler plus tard, il sera chauffeur de bus, il aura une femme, il aura un enfant. Mais donc il raconte toute son histoire dans son livre. Et donc vous avez tous entendu parler de la lobotomie. La lobotomie, c'était une technique chirurgicale qui consistait à sectionner les fibres blanches des lobes frontaux, et le but c'était le but initial, on voulait libérer les aliénés de leur névrose, de leur souffrance, et permettre à ces aliénés, comme on disait à l'époque, de leur permettre une réinsertion sociale. Et pour comprendre l'histoire des lobotomies, nous avons fait un retour en arrière, où nous nous sommes plongés dans les archives des publications de 1935 à 1985. Donc on a été extrêmement large au niveau des dates, et on verra que la plupart des lobotomies ont lieu en France entre 1940 et 1950. Et on a récupéré 1340 cas que nous avons pu étudier pour comprendre un petit peu ce qui s'était passé à l'époque. Mais pour comprendre mieux l'histoire des lobotomies, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 1936, c'est la date de l'annonce des premiers résultats par Egaz Moniz de ces lobotomies. Et à cette époque, le nombre d'internés dans les hôpitaux psychiatriques était extrêmement important. En 1939, il y avait 120 000 patients recensés dans les hôpitaux psychiatriques en France. Et il faut bien comprendre qu'à l'époque, les conditions étaient relativement difficiles. Les patients étaient dans des grands dortoirs, il y avait une grande promiscuité, ils étaient tous ensemble dans des grands dortoirs, et le
contexte psychiatrique à l'époque, c'était que les psychiatres étaient démunis. Ils avaient très peu de traitements à disposition puisque les neuroleptiques, ce traitement médicamenteux, n'existait pas encore. Et ils avaient à disposition différentes techniques comme, ici vous pouvez voir à gauche une photo, la technique des bains chauds. Ça consistait à plonger le patient dans un bain d'eau chaude pendant plusieurs heures afin d'essayer de calmer le patient qui pourrait être agité, ou il y avait également les camisoles, les contentions physiques qui étaient utilisées à l'époque. Et puis les psychiatres avaient également ce qu'ils appellent des thérapies de choc à disposition, comme la cure de Sakel, où on voit ici l'image, et le but c'était de plonger le patient dans un coma hypoglycémique en lui donnant de l'insuline, et on le resucrait durant le coma pour qu'il se réveille. On espérait que ce coma hypoglycémique puisse améliorer les troubles psychiatriques du patient. Un autre traitement qui a été utilisé à l'époque, c'était la malaria-thérapie, où on inoculait le parasite de la malaria aux patients, dont le but était d'obtenir des pics fébriles, et on espérait qu'avec ces pics fébriles, il y ait également une amélioration des symptômes psychiatriques. Donc on voit bien qu'à l'époque, les traitements psychiatriques étaient extrêmement durs, et surtout que les psychiatres étaient démunis, les malades n'avaient pas de traitement, et les familles étaient également complètement démunies. Et c'est dans ce contexte que Egas Moniz, qui était donc neurologue et homme politique portugais, avec son collègue chirurgien Almeida Lima, ils vont lobotomiser la première personne le 12 novembre 1935, et c'était sur une prostituée à Lisbonne qui avait des délires paranoïaques, et ils vont dire que la chirurgie n'était pas, les résultats n'étaient pas parfaits, mais en tout cas ils considèrent qu'il y avait une réussite post-opératoire. Et un an après, Egas Moniz va présenter ses 20 premiers cas de lobotomisés à la Société de médecine de Paris en 1936, mais initialement les psychiatres français accueillent cette nouvelle technique chirurgicale avec un très grand scepticisme, et donc il y a très peu d'écho en France. Et quelques années après survient la Seconde Guerre mondiale, et donc l'essor de la lobotomie en France et en Europe va être extrêmement faible. Par contre, aux États-Unis, à cette période, il y a Freeman et Watts, son collègue chirurgien, Freeman qui est psychiatre, et ils vont utiliser une technique qui avait été mise au point par un Italien, la technique de la lobotomie par voie transorbitaire, où il va soulever la paupière, mettre le pic à glace, et puis faire des mouvements d'essuie-glace très rapidement pour sectionner les faisceaux des fibres blanches au niveau frontal. Et il va sillonner les villes américaines avec sa lobotomobile, et il va lobotomiser pour quelques dizaines ou centaines de dollars les patients au travers les États-Unis. Et à titre personnel, il lobotomisera plus de 4000 patients, ce qui est énorme. Retour en France, dans notre travail historique, on a remarqué que la plupart des lobotomies, en fin de compte, ont eu lieu sur la période de l'après-guerre, à partir surtout de 1947 jusqu'à 1950-1955. Et à cette même période, en 1949, Egas Moniz est récompensé par le prix Nobel pour la lobotomie, et pour cette opération cérébrale dite révolutionnaire. Et donc, dans notre série, on a répertorié 1340 cas, et on a voulu étudier, voir un petit peu quels étaient les patients, pourquoi est-ce qu'ils ont été lobotomisés. Et donc, lorsqu'on prend 1340 patients, on avait des informations pour une grande majorité d'entre eux, et on se rend compte que la majorité des patients français qui avaient été lobotomisés, et c'était pour des pathologies psychiatriques, notamment pour la schizophrénie, pour la mélancolie ou la dépression, mais également pour des troubles d'anxiété qui étaient extrêmement importants et invalidants pour le patient. Il y a également on a retrouvé également quelques cas de personnes qui avaient des troubles obsessionnels compulsifs qui ont été lobotomisés, ou des psychoses avec hallucinations. Et puis, on a retrouvé également que dans 4% des cas, il y avait des patients lobotomisés pour des douleurs d'origine multiple. Ça peut être des douleurs cancéreuses, des douleurs de membres fantômes, de névralgie. Et c'était des patients qui étaient arrivés au bout de leur traitement, où plus aucun traitement ne pouvait les soulager. Ils étaient en grande souffrance, et donc une lobotomie leur avait été proposée à l'époque. Et puis, fait beaucoup plus surprenant, dans 3% des cas, on a retrouvé des cas de patients avec des ulcères gastro-duodénaux ou des rectocolites hémorragiques se faire lobotomiser, puisqu'on pensait qu'on aurait un impact direct entre le cerveau sur ces pathologies. Et donc, dans 3% des cas, il y avait effectivement quelques patients qui ont été lobotomisés pour ces pathologies, ce qui peut surprendre actuellement.
notamment le cas d'un jeune patient qui est arrivé aux urgences avec une hémorragie massive intestinale et le médecin à l'époque pensait que ça venait de son cerveau et qu'il fallait lui faire une lobotomie. Il lui a proposé de faire une lobotomie en urgence, le geste qu'il a réalisé, et il décrit dans sa publication que le résultat est excellent puisque l'hémorragie s'est stoppée et qu'il a pu faire le diagnostic a posteriori de l'ulcère gastro-duodénal. Et donc il a publié ses résultats, donc ça devait être en 1950, quelque chose comme ça. Juste une autre histoire aussi anecdotique, c'est dans un article, il y a plusieurs patients qui renvoient en fait un courrier pour décrire leur état un an après leur lobotomie. Et il y a un patient, c'est assez marquant, c'est un prêtre de 43 ans en Belgique qui renvoie une lettre un an après à son chirurgien pour dire qu'il est extrêmement content des résultats de la lobotomie. Et l'indication, c'était qu'il était extrêmement anxieux, notamment pour lire la messe. C'était une anxiété maladive puisqu'il avait fait quand même 2 tentatives de suicide. Et donc, il lui avait été proposé une lobotomie, geste qu'il accepta. Et il décrit qu'un an après, il a le sentiment d'avoir vieilli de 10 ans au niveau de son intelligence, qu'il est beaucoup plus lent pour réfléchir, pour avoir des réflexions, qu'au niveau de la spiritualité, c'est beaucoup plus difficile qu'auparavant. Et par contre, qu'au niveau sexuel, il doit faire attention à ne pas déraper. Et donc, ça ressemble beaucoup à un syndrome frontal avec une certaine désinhibition qu'on peut avoir lors justement des traumatismes ou de lésions des lobes frontaux. Mais en tout cas, à la fin de la lettre, il remercie fortement son chirurgien pour ce service et qu'il l'a beaucoup aidé puisqu'il ne ressent plus l'anxiété comme auparavant. Alors, juste... Juste un petit mot, puisque nous avons également retrouvé des articles d'époque dans les journaux d'époque. Alors, je sors un petit peu du côté français, puisque là, c'est un article qu'on a retrouvé, qui vient de l'Angleterre, d'un journal, d'un magazine qui s'appelle Illustrated. Et le 8 février 1947, il y a tout un reportage qui est fait sur la lobotomie. Et le titre, c'était leucotomie, donc c'est l'équivalent de la lobotomie, c'est un mot synonyme. C'est le nom de l'intervention chirurgicale du cerveau qui donne une nouvelle personnalité et une nouvelle perspective de vie à certains patients souffrant de pathologies psychiatriques. Donc le titre, il est assez accrocheur et au final, dans l'article, les risques opératoires ne sont quasiment pas exposés et il y a surtout de bons résultats qui sont indiqués. Dans un autre magazine, c'est un magazine italien à peu près à la même époque, en 1949, on tombe sur un article, un reportage et le titre, c'est « Une fenêtre sur le cerveau ». Et en dessous, le sous-titre, c'est après la lobotomie frontale, JK, délinquant, déclare « Je me sens être devenu le bon frère de moi-même ». En gros, il s'est amélioré au niveau de la personnalité. Donc il y avait des articles de presse à l'époque dans les magazines qui montraient la lobotomie comme étant un geste au final qui marche et puis qui est relativement simple au final à mettre en place. Et donc la lobotomie, on s'est également intéressé aux techniques opératoires et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une seule technique opératoire mais plusieurs techniques opératoires. Ça pouvait être la lobotomie classique où on faisait une incision de chaque côté du crâne et puis avec un trocar on sectionnait les faisceaux de fibres blanches, mais il y avait également des lobotomies dites partielles où on faisait une électrocoagulation d'un côté du cerveau au niveau frontal ou alors on faisait une infiltration de sérum physiologique ou de xylocaïne pour dilacérer les faisceaux de fibres blanches. Et puis, il y a également un auteur en Belgique qui, lui, décrit une nouvelle technique qu'il a mis au point. Et en fait, il passe par voie transorbitaire et il va, cette fois-ci, non pas faire des sections de fibres blanches, mais il va injecter de l'iridium 194, donc des granulations radioactives. Et le but, c'était d'obtenir une radionécrose, donc une destruction autour de ces granulations progressive de la substance blanche autour, en espérant qu'il y ait un changement, du coup, progressif en post-opératoire pour le patient. Alors justement, parlons des suites opératoires. Les suites opératoires, la description des suites opératoires, elle est extrêmement variable en fonction des articles, des auteurs. Globalement, les auteurs s'accordent à dire que le patient
nécessite dans tous les cas une rééducation en post-opératoire. Ça peut être une rééducation pour apprendre à faire des gestes simples comme se boutonner ou se laver. Ça peut être une rééducation. Les auteurs parlent également d'une rééducation affective qui est nécessaire puisqu'ils décrivent que ces patients ont en général une perte du côté émotionnel, une perte du côté affectif. Et donc il y a toute une rééducation. Quasiment tous les auteurs s'accordent à dire qu'il y a une rééducation nécessaire pour les patients après ce genre de chirurgie. Et quand on regarde les résultats opératoires et les complications, l'analyse au final de notre série de 1340 patients est extrêmement difficile puisque les critères d'évaluation sont très subjectifs. On ne sait pas si ça a été fait à court terme, à long terme, et on ne sait pas aussi ce qu'ils considèrent comme étant de bons résultats. Et il y a un des auteurs qui dira que c'est un sujet passablement épineux, et de tous le plus controversé et le plus confus. Et il va dire, certes, toute statistique importante de lobotomie ne manque pas de faire état d'excellents résultats sociaux et de belles réussites individuelles. On trouve des lobotomisés médecins, légistes, musiciens. Freeman, donc le lobotomiseur américain, y ajoute, ce qui ne manque pas de piquant, la mention d'un psychiatre opéré et promu par la suite chef de service dans un grand établissement spécialisé. Donc on trouve de tout au niveau des résultats, mais c'est assez vague, on ne sait pas sur quels critères de jugement ils ont fondé les résultats. Et ce même auteur qui critique la lobotomie dira ensuite « Rien ne vaut l'examen direct. Je pense par exemple à une jeune femme lobotomisée en avril 52 et mariée ultérieurement, jeune femme que son mari trouve parfaite. En direct, c'est une pure schizophrène, totalement apathique et passive, le mari qui s'occupe de tout à la maison, même de lever et d'habiller sa femme, et sans doute un philosophe peu exigeant en matière de perfection. » Donc c'est vrai que le critère d'évaluation, il va être très subjectif, et on ne sait pas si c'est un critère, si est-ce que il y a une réussite chirurgicale parce que le patient a pu sortir de l'hôpital psychiatrique et retravailler derrière, ou si tout simplement il est toujours hospitalisé, mais il est moins agressif ou plus calme qu'auparavant. Et durant notre série, on est tombé sur, en répertoriant les 1340 cas, lorsqu'on avait l'information sur le sexe, on s'est rendu compte que 84% des lobotomisés étaient des femmes, ce qui était extrêmement surprenant puisqu'on voit que la majorité des patients qui ont eu une lobotomie dans les années 40 et 50, c'était essentiellement pour des raisons psychiatriques et notamment pour la schizophrénie. Il n'y a pas de prévalence plus importante chez les femmes, et donc ce chiffre était... on s'interrogeait beaucoup sur ce chiffre et on se demande si ce n'est pas justement la condition de la femme à l'époque où elle était considérée comme mineure tout au long de sa vie puisqu'elle passait de la tutelle de ses parents à celle de son mari, et on se demande si ce n'est pas justement la condition de la femme à l'époque et la conception qu'on avait de l'image de la femme qui a fait qu'elles étaient plus sujettes à ce genre d'intervention chirurgicale. Et on a également retrouvé des cas pédiatriques, notamment 22 enfants qui avaient été lobotomisés, le plus jeune 2 ans et demi. L'indication, c'était l'agitation psychomotrice rendant la vie familiale impossible. Alors l'auteur précise que c'était des enfants qui étaient complètement dépendants d'un stade d'handicap extrêmement important, qui ne pouvaient pas être en famille, qui étaient hospitalisés en permanence. Le but de cette intervention était de ramener le calme dans les foyers, je cite. Et il disait, ce qui doit d'abord être souligné, c'est la bénignité de ces interventions, puisque nous n'avons eu qu'un décès pour 22 cas, donc bénignité toute relative, puisque le taux de décès est évidemment extrêmement important dans sa série. Et il dit au niveau des résultats que les enfants restent agités, agressifs, mais ils le sont moins, donc difficile, et il décrit un tiers de bons résultats. Donc tout au long de cette époque de lobotomie, dans les années 40-50, il y avait des prises de position et des débats qui pouvaient être très virulents déjà à l'époque, puisque notamment en 1950, Schwartz, l'un des auteurs, parlait d'une castration primitive de l'espèce humaine la plus horrible. De Greff, en 1950, indiquait que l'importance de la matière à sacrifier ne doit pas se mesurer à la violence des symptômes, à moins qu'on ne soit décidé à réduire coûte que coûte le malade au silence, comme il semblait là, ce qu'on avait déjà fait en grande série. Donc dès 1950, les voix s'élevaient déjà. Et en 1951, Baruch, qui était chef de service de psychiatrie à l'hôpital de Charenton, un grand hôpital psychiatrique français, lui indiquait que les expériences faites sur les animaux étaient alarmantes et qu'après une période post-opératoire excellente, tous les animaux devenaient impulsifs et mouraient en 3-4 ans d'une épilepsie réfractaire. Et un peu plus loin, en 1944, lui parle carrément d'une expérimentation humaine à grande échelle.
Et il va détailler dans un plaidoyer contre la lobotomie les raisons pour lesquelles il ne faut plus faire de lobotomie. Et il indique que plus aucun médecin à l'heure actuelle, donc là on est en 1954, ne conteste que la psychochirurgie constitue une atteinte grave à la personne humaine. Elle laisse directement le cerveau d'une manière indélébile, et c'est ce qui lui confère un caractère d'exceptionnelle gravité. Et il va un petit peu plus loin en disant « Sans doute l'expérimentation thérapeutique est-elle une nécessité, mais sa condition essentielle est qu'elle ne soit pas plus dangereuse que la maladie elle-même. » Or, lorsqu'on parcourt la littérature de la lobotomie, on constate, hélas, que les préoccupations expérimentales ont souvent dominé le souci thérapeutique. Très fréquemment, il s'agit d'essais tentant désespoir de cause et sans aucune idée directrice bien précise. Et il finit en disant « D'autre part, certains esprits localisateurs auront peut-être des idées trop précises. Quelle tentation pour eux de se dire que, tout en soulageant ces pauvres aliénés qui souffrent, ou dont la personnalité est quand même déjà si altérée qu'on ne peut plus leur faire grand mal, on va pouvoir déconnecter successivement les diverses aires de Brodmann et voir ce qui va se passer. Et donc on se défendra, bien entendu, de faire de l'expérimentation inanima vili. Ce sera toujours un traitement, mais on fera en cours de route des observations intéressantes. » Et donc c'est dans ce contexte de critique de la lobotomie, des voix qui s'élèvent dès 1950 pour dénoncer cette technique chirurgicale qui au final n'est pas du tout localisatrice mais qui est très diffuse et dont au final on ne connaît pas les résultats post-opératoires. On trouve également une raréfaction des publications et puis même une remise en cause des articles publiés avec des auteurs qui remettent directement en cause certains articles, notamment sur le suivi à long terme où on ne sait pas ce que sont devenus les patients. On critique également l'évaluation qui est très subjective sur l'éventuelle réussite ou non de l'intervention chirurgicale. Mais ce qui va vraiment mettre un coup de frein brutal à la lobotomie, c'est l'apparition de la chlorpromazine, qui va être le premier neuroleptique et qui va être mis au point par un chimiste français, Paul Charpentier, en 1951, et qui va être repris par 2 psychiatres français à l'hôpital Sainte-Anne, et qui sera commercialisé dès 1952 en France sous le nom de Largactil et aux États-Unis 2 ans après. Et c'est ce qui va vraiment mettre un frein brutal à la lobotomie chirurgicale, puisque là, on aura enfin des traitements à proposer aux patients psychiatriques. Et donc pour conclure et pour finir, donc l'idée initiale, elle était bonne en soi, c'est-à-dire qu'on voulait libérer les aliénés de leur névrose, les soulager de leur souffrance et leur permettre une réinsertion sociale. Mais la réalité en est tout autre, puisqu'au final, on ne savait pas exactement ce qu'on faisait. On avait un geste qui était très délabrant et on ne savait pas exactement ce qu'on faisait. On était plus dans l'ordre de l'expérimentation, on voyait ce que ça donnait en résultat, que de la réelle thérapeutique. En plus de ça, c'était un geste lésionnel qui est définitif. Ce n'est pas une stimulation cérébrale profonde. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Là, on sectionne, on ne peut pas revenir en arrière. Et puis, il y a la notion du consentement du patient qui, c'est extrêmement surprenant, mais dans toutes les publications, il n'y a quasiment aucune publication qui fait état du consentement. On ne sait pas si les patients étaient consentants ou pas. Et c'est un double problème, puisque d'une part, c'est un geste qui est définitif, qui touche au cerveau, et puis d'autre part, on fait un geste chirurgical chez des patients qui ont des pathologies psychiatriques extrêmement lourdes, et donc on ne sait pas exactement quel est leur critère de jugement. Et puis, à l'époque, je rappelle qu'il n'y avait pas de garde-fou, puisque dans le monde, le premier comité d'éthique a été créé en France. C'était le comité consultatif national d'éthique, et qui a été créé en 1983 en France. Et donc, pour finir et pour conclure, je reprendrai une phrase d'un des auteurs qui disait que la lobotomie, c'était un terrible cas de conscience avec une double culpabilité, celle de ne pas faire ce qu'il faut faire et celle de faire ce qu'il ne faut pas. Voilà, je vous remercie.